je dois excuser là ce matin, effectivement, Pascal Vion, qui est notre président, qui ne pouvait pas être là, mais Monique Pozzi va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Elle a rencontré un certain nombre de difficultés pour parvenir jusqu'à nous ce matin, même si elle est partie très très tôt. Mais on sait tous que pour rentrer dans Marseille, c'est toujours une grande difficulté. Mais elle reviendra nous rejoindre et elle est présidente donc de l'association Adafni, qui est une structure de l'aide à domicile dans le centre Var. Pour revenir au travail de cette commission, nous avons fait un certain nombre déjà d'actions, mais il nous semblait important là aujourd'hui de porter, suite à la semaine sur l'ensemble des violences qui sont faites aux femmes et à la journée du 25 novembre, hein, sur l'ensemble des violences qui sont faites aux femmes et de la lutte qu'il faut continuer à mener dans ce secteur, dans ce domaine-là. Il nous semblait important de porter un webinaire sur le harcèlement et le sexisme au travail, puisque un des lieux aussi où effectivement les choses, on a encore un certain nombre de choses à faire, bien évidemment, c'est bien dans ces endroits-là. Donc, ce matin, je vais, dans ce webinaire, donner la parole à Madame Prune de Montvallon, qui va effectivement du CIDF 06, hein, et qui va se présenter toute seule. Et puis, Madame Pozzi viendra nous rejoindre entre-temps, et je rejoindrai la seconde table ronde un peu plus tard, parce que je suis Colette Bellé, déléguée régionale de l'UDES, de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Je vais donner la parole à Madame de Montvallon, pardon. Bonjour à tous et toutes. J'ai désactivé ma caméra. Je crois qu'il y a un PowerPoint qui va démarrer. Donc, je suis Prune de Montvallon. Je suis la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-Maritimes. Et je présente ici au nom, je fais cette intervention ici et je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation, au nom de la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles de la région PACA, ou de la région Sud maintenant, comme on l'appelle, mais nous, on a encore gardé la dénomination PACA. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint peut démarrer. Voilà. Donc, je suis sociologue de formation, spécialiste des questions de genre. Et donc, moi, je vais vous présenter un panorama un peu pour essayer de comprendre et définir le harcèlement et le sexisme au travail. Je vous présenterai les principales infractions sur ces questions-là. Peut-être qu'une partie d'entre vous les connaissent déjà. Je précise d'emblée que je ne suis pas juriste et que je ne pourrais pas du coup rentrer forcément dans un détail très technique sur ces questions juridiques, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre de comprendre le sens de la loi et ce qu'il signifie au niveau des employeurs, et c'est ce à quoi je vais m'atteler. Donc, je vous présente un peu le sommaire de ma présentation. Je vais vous présenter un peu les centres d'information sur les droits des femmes et des familles pour vous expliquer un petit peu d'où on parle et comment vous allez pouvoir aussi nous saisir et comment on peut être un partenaire sur ces questions-là. Nous verrons pourquoi il y a un lien entre sexisme et violence et notamment pourquoi est-ce qu'on parle de violences faites aux femmes. Et puis, nous irons sur les définitions, ce que dit la loi, et on finira avec un petit quiz pour voir justement si ça vous semble, enfin voilà, si vous avez bien intégré et compris mon propos. Et on ira, et ça fera la transition avec la suite sur les conséquences du sexisme au travail. Donc, voilà pour le sommaire. Je vais vous commencer par vous présenter, donc sur la slide suivante, s'il vous plaît, les CIDFF. Donc, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles sont des associations qui exercent une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État.
Donc, nous avons un agrément pour pouvoir intervenir en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui nous est délivré par l'État. Et notre objectif, nos missions sont de favoriser l'autonomie des femmes et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour cela, nous avons des équipes de juristes, essentiellement. C'est le cœur de métier des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est de pouvoir assurer des permanences juridiques de proximité sur les territoires. Alors là, sur la carte, vous voyez les sièges de nos associations. Donc, vous voyez qu'il y a 7 CIDFF en région PACA, dont 2 dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il y en a un à Arles, un à Marseille. Mais donc, sur chacun de ces territoires, nous intervenons, nous avons des permanences de proximité, permanence juridique, mais aussi permanence d'insertion vers l'emploi. Et on a aujourd'hui tout un projet d'accompagnement aussi des entreprises sur ces questions d'égalité femmes-hommes, et notamment un projet qui implique une partie de nos CIDFF, qui est le projet EgaliPro, dans lequel on peut être amené à faire des diagnostics pour les entreprises pour pouvoir intégrer cette question de l'égalité et de la lutte contre les violences au sein de l'entreprise. Donc, je passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? La slide suivante est affichée. Je pense qu'il y a un petit temps de décalage. D'accord, très bien. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, c'est bon de mon côté. Merci. Super. Donc voilà, nous avons plusieurs secteurs d'accès aux droits, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je l'ai dit déjà, d'emploi, insertion, de soutien à la parentalité, d'éducation à la citoyenneté. On intervient beaucoup aussi dans les écoles sur toute la culture de l'égalité et on fait des formations pour les professionnels et des sensibilisations du grand public. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, j'imagine qu'elle est passée. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Aujourd'hui, notre réseau, c'est 90 salariés sur toute la région PACA. Donc, des juristes, des psychologues, des chargés de mission insertion, des chargés de mission égalité. Et on décline nos actions au plus près des territoires. On essaye aussi d'être proche des territoires plus ruraux. Donc, on a des permanences dans les centres-villes, mais aussi dans des territoires plus reculés. Au niveau des Alpes-Maritimes, par exemple, on a 14 permanences, dont certaines dans le haut et moyen pays. Mais vous le voyez que c'est le cas aussi pour l'ensemble des départements. On essaye d'intervenir au plus proche. Préciser que toutes ces permanences juridiques sont des permanences gratuites, anonymes, qu'il n'y a aucune condition d'accès. Certaines sont sans rendez-vous, certaines avec rendez-vous. Et pour cela, je vous invite à consulter notre site internet. J'y reviendrai à la fin. Parce qu'on peut être un partenaire à la fois pour vous accompagner sur les formations à mettre en place dans vos entreprises, mais aussi un relais dès lors qu'il y a des situations de violence, de harcèlement, de sexisme, pour recevoir les personnes victimes et les accompagner dans nos CIDFF. Merci. Alors, la première des questions et ma première partie de mon intervention va consister à expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on parle de violences faites aux femmes, pourquoi est-ce que le sexisme touche davantage les femmes que les hommes, même si on va le voir, il peut aussi toucher les hommes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint l'égalité en France? On a quand même un certain nombre de lois qui existent. Et puis, un peu la grande question qui se pose derrière, c'est de dire, bon, bah, si on a une mobilisation importante, avancée en termes de lois, est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent à notre société et qu'il sera difficile de lutter contre ces violences? Alors évidemment que la réponse est oui, qu'il est possible de lutter et de progresser encore sur cette question des violences et du sexisme. Et on va voir tout au long de cette matinée un peu comment. Est-ce que l'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, la première des choses qu'il est important de dire, c'est que
la raison pour laquelle on parle de violences faites aux femmes et de sexisme qui toucherait davantage les femmes, c'est avant tout et tout d'abord parce que c'est une réalité chiffrée. C'est-à-dire que la question des inégalités, des violences en France, c'est encore quelque chose que l'on peut mesurer très objectivement, puisque on a un écart de salaire qui est encore très important, hein, tout métier confondu et tout poste occupé, on est à un peu moins de 25% en tant que sur l'écart de revenus salarial. En équivalent temps plein, parce que il y a encore beaucoup de femmes qui exercent des temps partiels, on est à 18,5, et sur des postes et à compétences égales, on est à 9%. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ces écarts s'accroissent dès lors que on compte aussi le nombre d'enfants, c'est-à-dire que lorsque les femmes ont un, deux ou plus d'enfants, ces écarts de revenus salarial peuvent monter jusqu'à 47% pour 3 enfants ou plus sur le revenu salarial net. Donc on voit bien qu'il y a une importance encore vraiment à accorder à cette question et que l'égalité de fait est loin d'être atteinte. Et on voit aussi que cela a à voir avec le fait qu'aux femmes revient davantage le fait de s'occuper des enfants et de s'occuper des tâches domestiques. Et c'est pour ça aussi que je vous ai mis ce chiffre-là. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, sur les réalités chiffrées, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. La question, en fait, de ces chiffres, mais je crois qu'il y a une différence dans... Voilà, bon. Dans le PowerPoint, dans l'ordre du PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Cette question, en fait, du sexisme, elle est extrêmement liée avec à cette question, en fait, des violences. C'est-à-dire que les violences sexistes et sexuelles, ce sont ce qu'on va voir, c'est le dessus de l'iceberg, en fait. Ces violences dont on va parler dans les médias, dont on entend parler, que ce soit les violences conjugales, les meurtres, les féminicides, c'est ce qui est un peu le dessus de l'iceberg, et ça s'appuie derrière sur un ensemble, sur un terreau qui est le sexisme, et qui va être en fait un ensemble de comportements et de normes dans lequel on considère, basé sur le sexe, où on considère qu'il est normal de traiter des femmes différemment des hommes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le lien que ça va avoir entre le sexisme et les violences, hein, c'est justement que cette façon de traiter différemment, de considérer différemment les hommes et les femmes, c'est que et d'avoir un sexisme ordinaire, des blagues, des propos de manque de respect, des altercations, enfin un certain nombre de choses. D'abord, la première des choses que cela va faire, c'est que ça va banaliser les violences, ça va les normaliser et ça peut aller jusqu'à l'incitation, hein. Donc ça, c'est vraiment très important, ce lien entre sexisme et violence, c'est que voilà, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, lorsqu'on va entendre parler de féminicide, lorsqu'on va entendre parler des manifestations les plus violentes, en général, la population, personne n'est pour avoir tout le monde est contre, en fait, hein, tout le monde va être absolument contre ces violences. Mais là où on va avoir un peu plus de mal, c'est de faire le lien avec ces violences-là, avec l'ensemble du terreau des sexismes, où on va considérer qu'il est normal qu'une femme soit plus douce avec ses enfants, un certain nombre de stéréotypes qu'on va attendre des hommes et des femmes, qui va être considéré comme beaucoup plus normal. Et ça, c'est ce qui constitue le sexisme, c'est l'ensemble des comportements que l'on va attribuer aux hommes et aux femmes, des rôles et des comportements, des normes qui vont être attribués à un sexe ou à l'autre. Et on passe sur la slide suivante.
vous pouvez appuyer s'il vous plaît, qui vont permettre, encore s'il vous plaît, qui vont permettre de différencier, les hommes des femmes. Donc le premier rapport, hein, c'est un rapport de différenciation. Donc c'est ce stéréotype, le fait qu'on attend de la part des hommes ou des femmes des comportements et des rôles différents, le fait qu'on attende d'une femme qu'elle soit plus douce, qu'elle soit davantage en soutien, qu'elle soit davantage sur des fonctions support, et on attend davantage des hommes de prendre la parole, de s'imposer dans l'espace public, d'être sur des fonctions de représentation, d'incarner une idée de la force. Ça, c'est un premier mouvement en fait qui va définir le sexisme, qui est un mouvement de différenciation, qui est aussi perçu comme étant de la complémentarité entre les hommes et les femmes, hein, et qui, d'une certaine façon, essentialise des attentes sur ce qu'un homme et une femme doivent faire. Et le deuxième mouvement, on le voit ici, le deuxième mouvement, c'est un mouvement de hiérarchisation, c'est-à-dire que l'on va considérer que le masculin l'emporte sur le féminin et que dans ses rôles et ses comportements, ses normes attendues en fonction des sexes, eh bien, les normes masculines sont au-dessus de ce qui est considéré comme féminin. On le voit très bien dans le milieu professionnel. Dès lors qu'un métier se féminise, il va perdre en prestige. Donc ça, c'est vraiment une des émanations les plus marquées de ces questions de normes sociales. Alors, une des choses qui est très importante à ce stade de dire, c'est que ces normes sociales, en réalité, elles ne reposent pas sur des fondements biologiques, elles reposent en réalité sur une socialisation, sur un apprentissage qui se fait depuis le plus jeune âge, qui se fait d'abord et avant tout par l'exemple, hein. C'est parce que on voit les hommes et les femmes dans notre société occuper ces rôles-là qu'enfant, on va intégrer et apprendre la place que l'on doit avoir, d'où l'importance d'avoir d'autres normes sociales et d'autres modèles, d'autres rôles modèles. C'est aussi à travers l'éducation, l'école, et les attentes que l'on va avoir et qui vont se manifester tout au long de notre vie, qu'on va apprendre ces comportements. Le fait que justement ça soit tellement ancré dans notre société et que par cet effet de reproduction, on apprend par notre socialisation primaire, secondaire, à se comporter de cette façon-là, nous amène aussi à croire que c'est quelque chose de naturel, quelque chose que l'on ne peut pas changer, qui a toujours été. Et en réalité, c'est ce qu'on appelle la performance du genre, hein, de cette attribution des normes sociales à un sexe. C'est cette partie-là qu'on appelle le genre. C'est une façon de montrer que, eh bien, d'abord, ces normes de genre, elles ont évolué dans le temps. Elles ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre, elles ne se manifestent pas de la même façon. C'est bien la preuve d'ailleurs que ça n'est pas quelque chose qui est ancré dans du biologique, mais que c'est lié à des attentes sociales. Et la bonne nouvelle, dès lors que on parle de rapport social, c'est qu'on peut le déconstruire. Et la première des choses, c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience que dès lors qu'on commence à différencier, et à parler de la complémentarité, par exemple, des uns et des autres, et à s'attendre qu'un homme se comporte d'une certaine façon ou qu'une femme se comporte d'une autre façon, on est déjà dans du sexisme ordinaire et l'on contribue par notre discours, par nos gestes, par notre façon de se comporter à faire vivre en fait ce sexisme. Et dès lors qu'on a une prise de conscience sociétale et globale, on peut arriver à faire changer ces choses-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est dès lors que c'est un rapport social, c'est quelque chose que l'on peut évidemment changer. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors,
Oui, il y a eu un petit mix dans les slides. Donc ça, c'était pour parler des chiffres. Slide suivante, donc on a un certain nombre de féminicides. Peut-être plus important de dire, c'est que donc ce sexisme ordinaire est présent absolument dans toute la société, et les entreprises et nos organisations de travail, que ça soit dans le privé ou dans le public, ne sont pas exemptes évidemment de ces normes sociales qui imprègnent absolument toute notre façon de vivre et de nous comporter, de nous relationner les uns aux autres. Et c'est comme ça que depuis une petite quinzaine d'années, et encore plus ces 10 dernières années, on a une mobilisation importante des associations féministes et d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices de la société civile, mais aussi du milieu d'entreprise, qui ont permis d'objectiver comment ça avait un impact sur le travail. On a un certain nombre de chiffres aujourd'hui, comme cette enquête que je vous mets ici, qui montre qu'on a une femme sur 3 qui a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que ce sont les formes verbales qui sont le plus répandues, et que très peu de ces femmes en ont parlé en interne. Plusieurs enquêtes, la plus récente encore, ont montré qu'on était à plus de 70% de ces situations qui ne sont jamais remontées en interne. Donc, lorsqu'on a des entreprises, des cadres qui nous disent « mais moi, je travaille depuis 20 ans, 25 ans dans différentes organisations et jamais je n'ai été confrontée à ce type de situation-là », il y a de fortes chances que cette situation-là n'ait pas été portée à votre connaissance en réalité. C'est probablement qu'elles n'ont pas été visibles, elles n'ont pas été détectées. Et c'est bien pour ça qu'on organise ce type de webinaire et que l'on met en place des formations plus poussées sur ces questions-là, parce que justement, ces violences sont tellement banalisées et rendues invisibles que parfois on ne les voit pas. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas rentrer sur tout un historique des lois. Ce qui est très intéressant et très important de noter, c'est que depuis une vingtaine d'années, si on prend le premier décret de 2001 et l'introduction du harcèlement moral dans le Code du travail en 2002, de montrer qu'il y a une évolution qui est quand même relativement récente dans notre législation européenne et nationale, et que petit à petit ces infractions sont cette question en réalité du sexisme comme terreau des violences jusqu'aux violences elles-mêmes comme le harcèlement ont été petit à petit intégrées au code du travail d'abord ou parfois en parallèle du code pénal. Et que c'est à travers cette intégration progressive une prise de conscience qu'en réalité ça ne dépend pas, non, on reste encore, bon, vous pouvez le remettre, voilà, que ça ne dépend pas encore, que ça n'est pas encore que ça n'est plus un problème d'interpersonnalité. Et ça a été un des grands arguments des associations féministes et de la société civile, c'est de dire ça n'est pas juste une question privée, les violences faites aux femmes, ça n'est pas juste un problème entre deux individus qui doivent se débrouiller entre eux. Non, c'est aussi une responsabilité de l'employeur, c'est aussi une responsabilité des organisations du travail, privées et publiques, de s'assurer que toute personne sur son lieu de travail peut vivre libre peut se trouver libre de venir travailler dans un climat qui ne sera ni dégradant ni intimidant du fait de son appartenance à un sexe et à un genre. Donc ça, c'est très important, c'est que ces lois, elles ont petit à petit obligé, en fait, créé des obligations pour les employeurs. Alors, je veux bien la slide suivante.
ces lois, elles ont institué un certain nombre d'infractions et je vais m'arrêter sur 3 infractions en particulier qui sont d'abord une infraction de type contravention. Alors, je ne sais pas si on a des juristes parmi nous, mais peut-être que vous le savez, on a 3 niveaux de gravité au niveau des infractions. On a les contraventions, et l'agissement sexiste sera est une infraction de type contravention. Le harcèlement sexuel est une infraction de type délictuel. Donc c'est un délit, et puis les agressions sexuelles aussi, mais on peut avoir une infraction encore plus grave qui est de l'ordre du crime et qui est le viol. Donc je serai amenée à vous parler des agissements sexistes, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et du viol assez rapidement, on en parlera, parce que ça me semble bien marquer les 3 niveaux vraiment de type d'infraction. Il faut savoir qu'il y en a d'autres, hein. On pourrait parler de l'outrage sexiste, enfin voilà, il y a un certain nombre d'autres infractions, mais si on fait la liste exhaustive de toutes ces infractions, on risque de vous perdre complètement. Et encore une fois, l'idée là, c'est de vous faire une introduction, une sensibilisation pour bien comprendre un peu le lien entre le sexisme et les différentes violences. Merci, on peut passer à la slide suivante. Alors, l'agissement sexiste, c'est ce qui s'inscrit dans un sexisme ordinaire qui se définit comme l'ensemble des attitudes, des propos, des comportements qui sont fondés sur des stéréotypes de sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, d'inférioriser les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important. Alors j'insiste, c'est l'agissement sexiste ne doit pas avoir un caractère sexuel. Hein, sinon, on est dans autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec un environnement dégradant et infériorisant pour une personne en raison de son sexe. Alors, je dis bien une personne parce que, évidemment, ça va toucher bien plus largement des femmes, mais ça touche aussi des hommes. Dès lors, par exemple, que l'on va dire à un homme qu'il ne se comporte pas comme un homme, qu'il est une femmelette, qu'on va lui dire, attends, sois un vrai homme, par exemple. Alors, typiquement, ça, ce sont des choses où on va pointer un manque de virilité ou mettre en doute ses capacités, voilà, soi-disant innées, liées à son sexe. Dès lors, on sera dans un agissement sexiste qui visera aussi les hommes. Ce qui est très important aussi par rapport à cet agissement sexiste, c'est que ce qui compte, c'est l'impact qu'il va avoir sur les personnes. C'est-à-dire, peu importe que la personne qui va être accusée d'avoir agi de façon sexiste, que cette personne, parce que c'est quelque chose qu'on va voir très souvent hein, dans les faits qui nous sont remontés, va nous dire oui mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais faire une blague, c'est bon on peut plus rigoler, etc. Ce qui compte c'est l'impact sur les personnes. Donc dès lors que ça a un impact qui atteint à la dignité, qui crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, offensant, dès lors que on est dans ce type d'environnement-là, eh bien, ce qui compte, c'est pas forcément l'intention, mais c'est l'effet, l'impact, les conséquences pour les personnes qui l'ont subi. Les sanctions vont être essentiellement des sanctions disciplinaires parce que l'agissement sexiste, pour le coup, n'est pas quelque chose que l'on retrouve dans le code pénal. Hein, donc, c'est une infraction du code du travail. Merci. Est-ce qu'on peut passer au suivant ? Alors, par exemple, pour vous donner quelques exemples, hein, c'est un supérieur hiérarchique qui reproche à une agente sa tenue jugée pas assez féminine pour une réunion. Par exemple, lorsqu'on lui dit oui, bah, si tu t'habilles un petit peu plus court, on aura plus de chances d'emporter ce contrat.
ou un agent à qui on fait des remarques parce qu'il prend son mercredi pour s'occuper de ses enfants, à qui on lui dit bah, t'as pas une femme pour t'occuper des enfants, ou parce qu'il doit partir, qu'il peut pas rester un peu plus tard pour au-delà de ses horaires pour une réunion parce qu'il doit aller chercher ses enfants à l'école, ou toutes les blagues que l'on va entendre, par exemple sur les blondes, sur l'incompétence professionnelle des femmes, sur tel ou tel aspect. Donc tout ça, on est clairement dans le sexisme ordinaire. Ça peut être du sexisme hostile, vraiment avec le fait qu'on ne souhaite pas, qu'on a un problème avec le fait d'être dirigé par une femme, par exemple, mais c'est généralement du sexisme ordinaire. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, dans les délits, moi, je vais vous parler du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, mais à savoir aussi qu'il y a la captation d'images et de diffusion d'images, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent, typiquement, par exemple, des vidéos ou des photos qui sont prises dans les toilettes. On a eu, il y a des situations comme ça qu'on a pu voir de téléphones passés sous la porte, ou de caméras cachées dans des parties ou dans des vestiaires. Là, typiquement, on rentre dans un niveau beaucoup plus grave en termes de gravité des infractions. On est dans le délit. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante. Alors, on va voir qu'il y a un cas de figure où il n'y a pas besoin qu'il y ait de répétition, mais le harcèlement sexuel, il faut 3 conditions pour qu'il soit reconnu. Il faut qu'il soit d'abord qu'il y ait une dimension sexuelle. Ça, c'est très important. Il faut absolument qu'il y ait une dimension sexuelle, qu'il soit répété et qu'il y ait un effet nocif et qu'il crée qu'il ait un caractère dégradant, humiliant, qu'il ait un impact en fait sur la personne. Les sanctions sont importantes parce qu'on risque, l'auteur du harcèlement sexuel risque 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et évidemment aussi une sanction disciplinaire. Alors, c'est aussi important de dire que plus récemment, le Code pénal a intégré aussi les comportements sexistes, on le voit dans la qualification. Donc, aujourd'hui, au niveau pénal, il ne suffit pas seulement d'avoir la dimension sexuelle, on peut aussi, dès lors que c'est répété, à vous considérer comme harcèlement le fait d'être soumis à du harcèlement sexiste de façon répétée voilà, dès lors qu'on aura du coup la condition sexisme répété et l'effet nocif, on pourra être dans du harcèlement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, par exemple, un collègue qui envoie une agente des SMS donc de façon répétée à caractère sexuel, malgré son refus, sa gêne ou l'absence de réponse. Ça, c'est très important. On a des décisions qui ont bien montré de jurisprudence que l'absence de réponse, c'est pas parce que la victime n'a pas répondu, n'a pas signifié qu'elle ne le souhaitait pas. L'absence de réponse en soi est déjà le signe du non-consentement et peut venir abonder dans la qualification du harcèlement sexuel. Donc, le fait d'avoir des collègues qui miment régulièrement un rapport sexuel pour rigoler ou qui racontent à leurs collègues les détails de leur vie sexuelle malgré leur gêne et voilà, qui imposent en fait régulièrement le récit de leur vie sexuelle à leurs collègues peut être considéré comme du harcèlement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a donc 2 harcèlements. Maintenant, on parle du harcèlement sexuel du premier type. Donc, c'est le fait d'avoir des comportements à connotation sexuelle ou sexiste non désirés.
Et alors, c'est une des choses qui est importante, qui a été introduite par une loi de 2018 qui introduit que même lorsque ces comportements ne sont pas répétés par une seule personne, mais qu'elles ont été imposées à une victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, hein, dès lors qu'on a plusieurs collègues qui s'en prennent à la même victime, même si chacun d'entre eux l'a fait qu'une seule fois, mais que de façon concertée, ils sont décidés d'envoyer chacun à leur tour des messages à cette même collègue. On pourra on pourra qualifier le harcèlement sexuel. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lien hiérarchique ou supérieur, hein, le harcèlement sexuel peut être le fait de liens hiérarchiques subordonnés, c'est-à-dire de personnes qui sont des subordonnés d'une manager, par exemple, d'une chef d'équipe, mais aussi entre collègues de même niveau. Donc, dès lors que et là, pareil, on est sur des sanctions qui vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende et qui peuvent monter à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende dès lors qu'on a des circonstances aggravantes en cas d'abus d'autorité. Là, c'est dès lors qu'il y a un lien hiérarchique, notamment ou de faiblesse, mais aussi lorsqu'il y a un abus d'une situation économique et qu'on profite de cette vulnérabilité-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, bon, là je vous donne quelques exemples, hein. Le fait de vouloir rencontrer systématiquement une jeune collègue dans son bureau ou de lui donner à des stagiaires. Alors là, ce sont des exemples qui sont tirés de jurisprudence, hein, donc des SMS du type « Je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours ». Clairement, avec un certain nombre de questions intimes sur sa vie privée. Ça, ce sont des exemples tirés de la jurisprudence. Ça, on est dans des faits caractéristiques du harcèlement sexuel. Donc voilà, typiquement de tout ce qui est message, l'utilisation de la messagerie professionnelle ou personnelle, y compris en dehors des horaires de travail. Donc ça, c'est aussi important, dès lors que clairement, elle n'a pas manifesté ni son souhait, et ça peut être manifesté par un silence. Donc ça, c'est aussi assez important. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc le harcèlement de deuxième type, là on peut être dans un acte unique et ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est dès lors qu'on a une pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Par exemple de demander à une collègue d'avoir ou de lui imposer un rapport sexuel ou de lui demander un rapport sexuel ou d'exiger un rapport sexuel ou de suggérer même un rapport sexuel pour avoir une promotion. Hein. Typiquement, là, il n'y a pas besoin d'avoir d'actes répétés. Dès lors qu'on est dans une pression grave dans le but d'obtenir un acte sexuel, on est sur du cas de harcèlement. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, typiquement, ce type de situation-là, il n'y a absolument pas besoin qu'il y ait cette condition de la répétition dès lors qu'on est sur une pression grave en vue d'obtenir un avantage et un rapport sexuel. Merci. Slide suivante. Alors, l'agression sexuelle. La différence du harcèlement, c'est qu'on va avoir un contact physique avec une des parties du corps qui est considérée comme intime et sexuelle. Elles sont définies, ces parties du corps, et ce sont les seins, les cuisses, la bouche, les fesses et le sexe. Donc, c'est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le fait d'arriver par derrière
à la machine à café, de toucher les fesses ou les seins d'une collègue est une agression sexuelle. Et là, on est sur un délit avec un niveau de gravité encore plus important, puisqu'on risque, l'auteur des faits risque 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, et ça peut monter jusqu'à 7 à 10 ans en cas de circonstances aggravantes, notamment abus de vulnérabilité, comme on a pu le voir avant. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le fait de toucher, les fesses, mais aussi de mettre la main sur la cuisse d'une collègue lors d'un trajet en voiture pour aller d'un point vers un rendez-vous, clairement, on se trouve aussi déjà dans une agression sexuelle. Donc vraiment la différence entre l'agression et le harcèlement. Alors déjà, pression grave ou pas, dès lors qu'il y a contact physique, on va être dans l'agression en fait, hein. Mais on peut clairement le fait de très régulièrement venir mettre la main sur les cuisses, voilà, toucher les fesses, les seins, la bouche, faire une bise qui est très proche de la bouche, par exemple, typiquement contrainte, on peut se retrouver dans une situation d'agression sexuelle. Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce qui va différencier l'agression sexuelle du viol, c'est la question de la pénétration sexuelle. Et quelle que soit la nature de la pénétration, hein, c'est-à-dire que s'il s'agit des parties génitales, mais aussi de la bouche, ou par exemple typiquement une fellation contrainte est un viol. Donc il faut que ça soit commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Hein, dès lors que c'est fait avec surprise, que la personne n'a pas pu donner son consentement, on est dans un viol, et clairement là on est sur un niveau de gravité très élevé, puisqu'il s'agit d'un crime passible du tribunal des assises, de 15 ans d'emprisonnement et de 20 ans si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, et les circonstances aggravantes sont relativement... la liste est assez étendue. Merci. Slide suivante. Bon, là, très clairement, hein, c'est une agente qui subit un acte de pénétration sexuelle. Il n'y a pas besoin aussi que ça soit avec une partie génitale de l'auteur, hein, des faits. Ça peut être avec un instrument, un outil, un stylo, enfin, peu importe. Voilà. Merci. On passe à la slide suivante. Alors, on va tester nos connaissances. Est-ce que et on va voir, je suis passée un peu rapidement, mais le temps avance, donc j'essaye d'avancer rapidement. Est-ce qu'on a le temps pour le quiz, ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe directement? Alors, écoutez, moi, je pense que effectivement le temps passe, mais peut-être que c'est tout à fait une façon aussi de lancer un tout petit peu des questions-réponses, de faire ce quiz, parce que je crois que ça permet aussi à chacun de se resituer. Et d'envisager éventuellement ces questions. Peut-être que je peux aussi inviter ceux qui ont des questions à poser de peut-être lever la main, et comme ça on distribuera un peu la parole, mais on consacrera 7 minutes éventuellement aux questions-réponses pour pouvoir aussi dérouler la deuxième table ronde et permettre aux intervenants de pouvoir poser, d'autant qu'il nous faudra un petit intermède un peu court pour nous recaler en termes de technique, parce que effectivement nos techniciens sont arrivés enfin, les pauvres, et pourront effectivement passer sur un mode plus dynamique sur la façon de présenter effectivement ce webinaire. Mais je vous laisse la parole pour tester ces connaissances, parce que je pense que c'est bien. Il me semble que ça me paraît intéressant. Super. Ok, merci. Alors, on va le faire rapidement. Un collègue fait une blague sur les blondes qui sont présentées comme idiotes et cervelées par essence. On est sur du harcèlement sexuel, de l'agissement sexiste, une agression sexuelle, d'après vous?
Sexiste. On est tout à fait, on est sur un agissement sexiste. Alors, un collègue bloque une salariée contre un mur en lui touchant les fesses. Et de On est l'agression sûr. sexuelle. Agression sexuelle, en effet, tout à fait. Troisième question. Un manager demande régulièrement à une responsable de projet d'être présente à une réunion avec le client Z et l'incite à mettre tel ou tel vêtement qui lui va si bien. Ces demandes sont souvent accompagnées de commentaires. J'ai remarqué que la réunion se passe mieux quand tu es là. On est sur quoi? Harcèlement. Un agissement. On est sur un agissement. agissement sexiste, tout à fait. Alors, il y a quand même, j'ai remarqué que la réunion se passe mieux quand tu es là. Bon. On est sur un agissement sexiste parce qu'on n'est pas encore sur un... si ça se fait de façon... on pourrait glisser sur du harcèlement sexuel, mais il faudrait d'autres éléments. Quatrième question, un collègue adresse à une jeune collègue nouvellement embauchée de longs courriels manuscrits et de nombreux courriels contenant des propositions ou des déclarations. Il lui exprime son souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui adresse des invitations qu'elle a toujours refusées et lui fait parvenir des bouquets de fleurs. Harcèlement. Harcèlement, ouais. Clairement, harcèlement sexuel. Bon, voilà pour des petits... Oui, super, vous pouvez passer comme ça sur les... Merci. Donc, clairement, les conséquences du sexisme au travail, et ça sera ma dernière vraiment slide, mais je pense que ce sera abordé davantage dans la deuxième table ronde, hein, c'est qu'évidemment, tous ces agissements sexistes ont une conséquence sur les individus, avec une perte de confiance en soi, une diminution progressive de la satisfaction et de la qualité de vie au travail. Cela peut donner lieu à des stratégies d'évitement, de retrait, d'isolement, de honte, de colère. Évidemment, on est moins concentré pour son travail, on n'arrive plus à se concentrer sur les tâches qu'on a à faire et concrètement, ça peut avoir un effet sur l'entreprise tout entière avec une mauvaise ambiance de travail, une baisse de créativité, des tensions, un manque de solidarité et puis un stress pour les témoins aussi parce que de nombreux hommes et femmes aujourd'hui sont très sensibles à ces questions et ça va impacter sur l'ensemble de l'équipe en réalité, y compris ceux qui sont témoins. Dernière slide, je crois, pour moi. Bon, alors ça, c'est la bibliographie que vous pourrez avoir. D'abord pour citer les sources des dessins hein, que nous avons pu mettre avec la Fédération régionale dans cette présentation. Vous trouverez aussi des affiches à mettre dans votre entreprise que vous pouvez retrouver aussi sur le site de notre fédération nationale et puis quelques chiffres aussi sur les ressources clés que vous pouvez trouver. Et puis, évidemment, on va rester sur la slide suivante. Vous trouverez nos coordonnées à moi-même et à notre coordinatrice régionale pour pouvoir être mieux dirigée vers l'ensemble de nos CIDFF et qui pourront vous accompagner aussi bien sur la mise en place d'une stratégie égalité et des diagnostics au sein de vos entreprises et aussi pour mettre en place un certain nombre de démarches pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et là, c'est la dernière slide, vous aurez tous les coordonnées de tous nos CIDFF. Voilà, j'en ai fini pour moi. Pas tout à fait peut-être, parce qu'effectivement, merci Madame de Montvallon. Je vous remercie. Peut-être qu'effectivement, on va peut-être prendre quelques questions si vous en avez, auxquelles vous pourrez répondre. Je regarde, je vérifie si effectivement les personnes lèvent la main. Non, je pense que vous aviez alors des propos extrêmement clairs. Ah si, tant mieux. Attendez, je vois quelqu'un, voilà. Oui. Pasquale Le Simple.
Oui, merci de me donner la parole. Puis merci pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, c'est très utile pour les services RH des entreprises à titre de prévention et pour savoir comment effectivement gérer ces situations-là. C'est pas facile parce qu'effectivement, l'entreprise quand même reste un lieu de rencontre hommes-femmes, hein. Il y a encore quand même beaucoup de mariages qui se font grâce, je serais tenté de dire, à l'entreprise qui, effectivement, c'est un lieu où les hommes-femmes se croisent et donc c'est un lieu de rencontre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, bon, bah, tous ces comportements-là sont impossibles, inacceptables, évidemment. Ce qu'il faut garder en tête aussi dans ce genre de situation, quand elles sont signalées, c'est qu'il faut être très très prudent en démarrage à partir du moment où ces événements-là sont signalés. Pour une entreprise, dans ces cas-là, il y a une enquête qui doit être menée, hein, effectivement, avec une instance de mise en place et une enquête qui doit être menée. Et je serais tenté de dire que, en fait, la même attention doit être portée par l'entreprise pour chacune des personnes, effectivement, pour la personne qui signale ces faits-là, mais également pour la personne qui est visée par ces faits-là. Pourquoi, effectivement, la personne qui signale ces faits-là, bah, évidemment, il faut un accompagnement psychologique des services par rapport à ça. Évidemment, et effectivement aussi la médecine du travail. Mais la personne qui est visée par le signalement, il ne faut pas non plus qu'elle soit non plus trop laissée de côté, puisque, alors, terme de juriste, hein, ça va être le juriste qui va parler, l'obligation de l'employeur en termes de santé, sécurité, conditions de travail, elle est la même, c'est une obligation de résultat, elle est la même pour tous les salariés. Et quels que soient les salariés. Et au début de l'enquête, je serais tenté de dire, la réalité de la situation, ben, on ne sait pas. Et l'employeur ne sait pas. Et donc, en fait, les mesures d'accompagnement et de prévention et voilà, les mesures d'écoute, médecine du travail, je serais tenté de dire que l'employeur, dans ce genre de situation, il faut que l'employeur les lance à l'égard de la personne qui se sent victime et signale ces faits-là. Et je pense que c'est important également de les lancer à l'égard de la personne visée par ce genre de situation, parce que les conséquences en termes d'individus, en termes de perte de confiance, etc., bah, elles peuvent être aussi importantes pour la personne qui est visée par cette procédure-là. Parce que, encore une fois, au début de l'enquête, on n'en sait rien de la réalité, du vrai, du faux, de la part, etc. Donc voilà, donc c'est un autre éclairage par rapport à cette procédure-là et effectivement ce qu'il faut entreprendre au niveau employeur par rapport à tout ça. Voilà Oui, ce que je voulais dire. Peut-être, ce sera un peu l'objet de la seconde table ronde. Mais peut-être que oui. Madame Prune, vous souhaitez répondre. Oui, je pense que la première, je vais répondre déjà sur, je vais essayer de le faire très rapidement, sur la première partie de ce que vous avez dit concernant le fait que, évidemment, il peut avoir des relations des relations affectives, sexuelles qui se nouent au niveau du travail. C'est un lieu de vie. Vous dites aussi qu'il y a des personnes qui se rencontrent, qui vont se marier, évidemment. Il y a aussi des personnes qui peuvent être victimes de violences conjugales par ailleurs, mais évidemment que c'est un lieu de vie où la séduction et les rencontres peuvent avoir lieu dès lors que le consentement est respecté. Et en général, la différence entre le harcèlement, l'agression et quelque chose qui est de l'ordre de la drague, c'est de se soucier de savoir si ça... si l'autre personne est bien consentante, que ça lui plaît, qu'elle est d'accord. Et ça, c'est toute la différence entre ce qui est de l'ordre de la séduction. Dès lors qu'on ne se soucie pas de savoir si l'autre, ou qu'on estime que de fait, elle devrait se sentir flattée sans prendre en compte son avis, évidemment, on n'est plus du tout dans de la drague et de la séduction, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du harcèlement ou de l'agissement sexiste.
Pour le reste, évidemment, il faut avoir des procédures qui permettent à la fois de croire la victime, de séparer et de prendre des mesures provisoires, mais ça, je pense que ça sera l'objet de la deuxième table ronde, donc je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus. On va prendre quand même une deuxième personne, Mariem, qui a levé la main. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, merci pour cette présentation. C'était très instructif. Moi, j'avais un peu des questions, peut-être que ça viendra dans la deuxième partie, sur ce qui se passe après un signalement dans l'entreprise et un petit peu sur comment être soutien à une personne qui a signalé des agissements sexistes au harcèlement, parce que comme le disait la personne précédente, il y a souvent un peu, même après l'intervention de la loi, il y a toujours des personnes qui disent on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, même quand la loi intervient, l'environnement de travail n'est pas forcément ne prend pas forcément l'acte en compte. Du coup, je voulais savoir si vous aviez prévu un peu quelque chose autour de l'après. Et après, j'avais une autre question, c'était est-ce que vous, au CIDFF, vous faites des formations justement sur les stratégies d'égalité hommes-femmes au travail? Voilà, merci. Alors moi, je veux bien répondre. Effectivement, on va en parler là dans cette de ce deuxième temps de ce webinaire, hein, de ce qui se passe en entreprise avec une présentation un peu générale de ce que rappelle la loi et puis de comment effectivement on peut s'y prendre et comment on peut travailler sur cette situation. On aura quelques cas concrets qui vont être posés et ça vous permettra effectivement aussi de bien intégrer. Je vais laisser peut-être Prune répondre sur le CIDF 06 et les formations. Alors, je vais répondre pour notre région PACA, hein, parce que Oui. et plusieurs des membres de la région, je pense, sont présentes ici. On a notre coordinatrice, je crois, qui est connectée aussi. Ça vaut pour le 06, mais ça vaut pour l'ensemble des CIDFF de notre région et en règle générale, même plus au niveau national, hein. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. On a mis nos coordonnées. On peut vous accompagner dans la mise en place de procédures sur ces questions-là et de réflexion sur la question de l'intégration de cette question de l'égalité et de la lutte contre les violences dans vos entreprises. Donc, vous avez toutes nos coordonnées. N'hésitez pas à contacter le CIDFF le plus proche de votre département. Merci. Voilà, et vous retrouverez de toute façon l'ensemble des éléments qui sont liés à ce webinaire sur le portail de la CRES. Donc, vous pourrez aussi récupérer l'ensemble des informations. On va prendre, alors, si la question est assez courte, la question de Solange Béal, c'est effectivement une main qui est levée là. Si vous pouvez avoir une question assez courte, dans une réponse assez courte, pour qu'on arrive à dérouler la suite de notre webinaire. Je vous en prie. Déjà, bonjour et Merci. pour cette intervention. Ensuite, alors je voudrais, est-ce qu'on a des données en fait sur le harcèlement et sur le sexisme en fait au sein des départements de la région PACA? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a des données ou une analyse en fait par département ou au sein de la région et au niveau peut-être national, si on peut recontextualiser, est-ce qu'on a ce genre de données ou au niveau dans le contexte, dans le temps, est-ce qu'actuellement où on en est par rapport à l'histoire? Voilà, sur ces questions-là. Merci. Alors, c'est une très bonne question. À ma connaissance, il n'y a pas de données par département sur cette question-là et ça serait vraiment intéressant qu'il y en ait. Il y a clairement des études au niveau national.
mais on peut mesurer l'évolution que uniquement depuis qu'on la mesure, et ça fait pas si longtemps en fait qu'on a une prise de conscience sur ces questions-là, et donc ça fait pas si longtemps qu'on la mesure en fait. Et l'autre chose aussi, c'est que on a une prise de conscience sociétale sur ces questions hein, depuis maintenant, depuis les mouvements MeToo, etc., qui font qu'on a beaucoup plus en fait de prise de parole sur ces questions-là. Donc est-ce que donc on a des chiffres qui montrent qui montent énormément sur ces questions-là, mais nous on pense qu'il y a en réalité surtout une libération de la parole sur ces questions-là qui fait qu'aujourd'hui ces faits sont davantage révélés. Ils ont encore un peu de mal à faire l'objet de poursuites. Clairement, hein, on en est au début de cette mobilisation. Mais donc, c'est assez difficile finalement de mesurer dans le temps parce que c'était très, très invisible auparavant, en fait. Donc, c'est assez récent qu'on puisse le faire. Vous avez quelques chiffres clés là hein, qui sont à l'écran et vous l'aurez dans la présentation. Merci. Merci. Merci en tout cas Prune pour ce travail et cette présentation extrêmement complète qui va nous permettre effectivement de continuer sur cette seconde table ronde. Ce que je vais, on va prendre un tout petit intermède là de 5 minutes, c'est-à-dire qu'il est 37 et à 42, on va effectivement revenir vers vous parce qu'on va changer un peu le dispositif et on va s'organiser avec l'équipe technique de façon à ce qu'on soit plus à l'aise dans la présentation de ce webinaire puisque ça ne vous a pas échappé qu'on était avec quelques petites difficultés techniques. On revient très très vite vers vous pour dérouler la suite, mais vous ne bougez pas de votre... Vous avez le temps d'aller chercher un café éventuellement, mais vous pouvez rester connecté, tout va bien se passer. À tout à l'heure.